Vous écoutez Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix, épisode 3, deuxième partie. Marilyn a commencé à faire preuve des mêmes travers que pour ses autres films. Arriver en retard, oublier ses répliques, refaire d'innombrables prises Christophe Bixby, biographe. et manifester une certaine paranoïa à l'égard de tous les membres de l'équipe. Vera Day, actrice blonde de 21 ans, n'ayant qu'un petit rôle dans le film, est obligée de se teindre les cheveux châtains afin de ne pas voler la vedette à Marilyn, qu'elle trouve d'ailleurs assez peu ouverte. Pas étonnant qu'elle ait eu sa garde rapprochée. Elle était dans un autre pays face à tous ces gens qui la regardaient de haut et ne la considéraient pas comme une vraie actrice, mais comme une pin-up. Vera Day, actrice. Et elle en était consciente. Heureusement, la femme de Lee Strasberg, Paula, qui a pris la place de Natasha Lytess comme coach de Marilyn, est là pour lui redonner confiance. Lorsqu'il s'agissait de dépouiller le scénario, de choisir sur les aspects à privilégier, prévoir les gestes et les déplacements, Marilyn se reposait entièrement sur ma mère. Vous la retirez de l'équation et je ne sais pas si Marilyn aurait eu le même résultat. John Strasberg, coach d'acteur, fils de Lee et Paula Strasberg. Et chaque fois qu'elle mettait le pied sur le plateau, elle craignait de ne pas être à la hauteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle ressentait constamment le besoin d'avaler des cachets ou de l'alcool pour se donner du courage. Marilyn insiste pour qu'on utilise du vrai champagne et du vrai caviar sur le tournage pour préserver l'authenticité de son jeu d'actrice. Le comportement de Laurence Olivier réveille le traumatisme qu'elle a subi à 8 ans entre les mains de cet acteur britannique qui a abusé d'elle. Le besoin de surpasser son talent n'a d'égal que le plaisir qu'elle prend à le repousser dans une scène clé du film. Agacée par Marilyn, les costumières créent pour le personnage secondaire incarné par Vera Day une robe si belle qu'elle surpasse celle portée par Marilyn elle-même. Il n'y avait aucune raison pour eux de me coudre une telle robe, aucune. Ils l'ont fait simplement parce qu'elle leur tapait sur les nerfs. Vera Day, actrice. Elle n'avait pas à s'inquiéter, car la scène ne durait que 2 minutes, et c'était elle au premier plan. Elle était à côté d'Arthur Miller et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle n'est pas sortie de ses gonds, ne s'est pas mise à crier ou hurler. Non, mais elle me pointait du doigt. Et visiblement, elle n'était pas contente. Je me suis demandé, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Marilyn était terrifiée à l'idée que le sol se dérobe sous ses pieds d'une minute à l'autre. Steve Ace, ami de Marilyn. C'était lié à sa peur de l'échec, son angoisse de se rendre sur le plateau, qu'on découvre qu'elle jouait comme un pied et que ce serait la fin de sa carrière. Et cette peur est allée en s'amplifiant avec le temps. Un jour, Laurence Olivier s'est emportée. Pour l'amour de Dieu, sors ta réplique. Tu n'as pas besoin de chercher sans cesse ta motivation profonde. Cette technique de jeu était très répandue à l'époque. Et elle comptait sur Arthur pour intervenir et jouer les intermédiaires, pour plaider sa cause auprès de Laurence Olivier, dont la patience était en train de fondre à vue d'œil. Christophe Bixby, biographe. Mais Miller ne voulait pas intervenir. Et le fait qu'il ne prenne pas sa défense est apparu aux yeux de Marilyn comme une trahison. S'il l'aimait, pourquoi diable n'intervenait-il pas ? Non seulement il n'intervient pas, mais il fait quelque chose de pire. Un jour, elle est tombée sur une page de son journal intime dans lequel il se demandait s'il avait bien fait de l'épouser. Et bien sûr, ça a été le coup de grâce. Il l'a pratiquement traitée de sorcière. Et plutôt que de montrer sa colère envers elle, il s'est renfermé sur lui-même. Il faisait preuve d'agressivité déguisée. Alors elle s'est plainte à ses amis. Au moins, s'il me giflait, je saurais qu'il ressent quelque chose. Quand Joe me frappait, au moins je savais qu'il avait des sentiments pour moi. C'est à partir de là que les choses ont mal tourné et qu'un véritable fossé s'est creusé entre eux. Un gouffre, même. Arthur reprend l'avion pour l'Amérique, laissant Marilyn seule. À son retour, ils font la paix et décident de donner une seconde chance à leur mariage. À leur retour en Amérique, Marilyn fait tout ce qu'elle peut pour remettre son mariage avec Arthur sur la bonne voie.
Elle voulait mettre sa carrière de côté et devenir une femme au foyer. Et elle a même essayé d'apprendre à cuisiner. Elle voulait recevoir ses amis à dîner, ou du moins essayer d'organiser des dîners quand elle ne rentrait pas trop tard. Dans l'idéal, c'est ce qu'elle voulait, ce dont elle rêvait, avoir une famille. Mais en mai 1957, alors que le pays est engagé dans une chasse aux sorcières, Arthur Miller doit se rendre à Washington. Il a été mis en accusation par le Congrès après avoir refusé de livrer à la Commission des activités anti-américaines des noms de personnes suspectées d'être communistes. Le studio a essayé de persuader Arthur Miller d'y aller et de citer des noms, parce qu'à l'époque, Marilyn Monroe était leur vache à lait et ils ne voulaient pas que l'image de leur actrice fétiche soit ternie d'une façon ou d'une autre. Mais Marilyn a refusé de capituler et a soutenu Miller. Elle s'est même rendue à Washington lors des audiences. À leur retour, leur séjour au bord de la mer est agrémenté d'une bonne nouvelle. Ils ont eu une période idyllique à Long Island, car elle était enceinte. Il est clair qu'ils étaient amoureux. Elle profitait du soleil, prête à fonder une famille. C'était le cadeau qu'elle allait offrir à Arthur, ce foyer qu'elle n'avait jamais eu elle-même et qu'elle allait enfin avoir. Et puis le désastre s'est produit. Il s'est avéré que c'était une grossesse extra-utérine. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital. C'était le coup de grâce pour elle, car elle s'était convaincue que sa grossesse irait à terme, mais ça ne s'est pas produit. Marilyn, qui se reproche cette terrible perte, part se réfugier chez les Strasberg, dont le fils adolescent est obligé de dormir sur le canapé du fait qu'elle occupe sa chambre. À nouveau, elle se retrouve face à ses démons. Elle est entrée en rampant à quatre pattes. Elle essayait de s'appuyer contre le mur comme elle le pouvait, complètement sous l'emprise de ses cachets. John Strasberg, coach d'acteurs, fils de Lee et Paula Strasberg. Elle avait cette odeur significative des gens qui ont pris de la drogue. Donc, elle a rampé jusqu'au canapé et elle s'est assise à mes côtés. Elle a demandé « Tu crois que je peux réveiller tes parents ?» Je lui ai dit que je ne savais pas. Puis elle a ajouté « Ça ne te dérange pas si je m'assois ici et qu'on parle un moment ?» En août 1958, après 20 mois d'absence des plateaux de tournage, Marilyn est de retour à Hollywood pour une nouvelle comédie avec le réalisateur Billy Wilder. Jamais auparavant elle n'a été autant sous pression, avec un calendrier de tournage serré et un rôle exigeant, pour lequel elle doit apprendre à jouer du ukulélé. Mais son plus gros défi est d'être crédible dans la peau d'une musicienne qui ne se rend pas compte que ses nouvelles amies sont en fait des hommes. Au moment où nous avons commencé à tourner, Marilyn sortait de toute une série de traumatismes. Et elle voulait se venger de tous les types qui avaient profité d'elle au début de sa carrière. Tout cela venait alimenter son insatisfaction et sa folie. Qui plus est, elle n'arrivait pas à assumer ce qu'elle était devenue. Par conséquent, elle buvait beaucoup et avalait des tas de cachets. Elle faisait enrager Tony. Marianne Collier, actrice. Il lui en voulait vraiment. Si bien qu'à la projection des Rush, que nous allions tous voir, il était au fond de la salle et il a affirmé que l'embrasser, c'était comme embrasser Hitler. Je connais une demi-douzaine de filles qui embrassent vraiment bien. Tony Curtis, acteur. Et Marilyn en faisait partie. Elle n'en était pas exclue. Elle ne prenait aucun soin d'elle. Et je ne parle pas seulement de la drogue et des autres abus qu'elle s'infligeait. Teresa Russell, actrice. Elle se considérait comme une bonne à rien. Elle ne pouvait pas dormir la nuit, alors elle prenait un somnifère. Seulement pour se réveiller et aller tourner, elle devait prendre des amphétamines. Et puis, elle s'octroyait un petit cocktail pendant la journée. Elle avait toujours un thermos pas loin. Le plus étonnant, c'est qu'elle a tourné certaines de ses scènes les plus longues d'une seule traite, mot pour mot. Par exemple, j'avais une scène avec elle et Tony dans la salle de bain du train avec de la glace et des boissons. Elle était parfaite du premier coup. Et pour une réplique de 4 mots, « Où est le Bourbon ?», elle a fait 55 prises. Elle voulait que les autres actrices lui parlent, même si c'était elle la star. Laurie Mitchell, actrice. Et elle les entendait parfois ricaner. Pour la séquence du train, elles se sont moquées d'elle parce qu'elle ne se rappelait pas de ses répliques. Tourner un film la faisait revivre. Christophe Bixby,
Biographe. Mais ça la détruisait en même temps. Marilyn était enceinte pendant la majeure partie du tournage. Mais malgré les mises en garde des médecins, elle n'arrête sa consommation de drogue et d'alcool que peu après la fin du tournage. Mais c'est trop tard. Elle fait une autre fausse couche. Puis, en juin 1959, Marilyn apprend qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Cette nouvelle anéantit ses espoirs d'avoir un jour une famille. Pour lui redonner l'envie de se battre, Arthur lui promet de lui écrire un rôle dramatique où elle pourra prouver qu'elle est une grande actrice. Mais pour l'instant, elle doit jouer une autre comédie pour la Fox, Le Milliardaire. Le scénario étant trop centré sur le rôle principal masculin, elle insiste pour qu'Arthur soit engagé pour le réécrire. Mais la comédie n'est pas son point fort. Sans la présence de l'acteur principal français, Yves Montand, Marilyn était sur le point d'abandonner le projet. Elle était très fière de ce qu'elle était devenue. Jerry Lewis, acteur. Mais elle n'osait pas en abuser, car au fond, elle était toujours une gamine. Et souvenez-vous que son degré d'exigence vis-à-vis d'elle-même surpassait celui de tous les autres. Elle a utilisé son sex appeal pour devenir une star, pour se sentir adulée et adorée. Elle pensait que ça la rendrait vraiment heureuse, mais ça n'a pas été le cas. Teresa Russell, actrice. L'amour du public n'était pas suffisant. Le dilemme pour Marilyn, c'est qu'elle était devenue célèbre du fait de son sex appeal et de ses formes généreuses. En même temps, elle avait été élevée selon des principes qui les jugeaient diaboliques. Et lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait exactement ce contre quoi on l'avait mise en garde. Sa carrière s'est construite sur ce sentiment de culpabilité. C'est pour cette raison qu'elle voulait se réinventer en tant qu'actrice, pour que les gens ne la perçoivent plus ainsi. Marilyn a couché avec Yves Montand. Miller n'était pas là. Et justement, Montand reprochait à Miller de l'avoir quitté. Après tout, que devait-il faire si on l'avait laissé avec Marilyn Monroe ? Marilyn tombe follement amoureuse de l'acteur français, qui est marié à l'actrice Simone Signoret. Pourtant, Montand la considère comme trop immature et préfère retourner auprès de sa femme. Il ne reste à Marilyn que l'annonce de leur liaison par certains journaux qui en font leur chou gras. Arthur l'apprend alors que le scénario qu'il a écrit pour elle est sur le point d'être produit. Cela n'empêche pas Marilyn d'accepter une invitation à dîner chez Peter Lawford, où le sénateur John Fitzgerald Kennedy, candidat à la prochaine élection présidentielle, est l'invité d'honneur. L'intérêt renouvelé que lui porte le sénateur la ravit. Puis elle s'envole vers Reno pour le tournage du film Les Désaxés. Sur le plateau du film Les Désaxés, tout le monde parlait de la liaison qu'elle avait eue avec Montand. Christophe Bixby, biographe. Miller essayait de la démentir, mais leur rupture a été rendue publique, au point que cela en a été embarrassant. Ils étaient dans le désert, en train de filmer. Elle a pris la voiture et elle est partie, le laissant seul derrière elle. Clark Gable, qu'elle prétendait être son père lorsqu'elle était petite fille, joue maintenant le rôle de son amant. Elle n'appréciait pas de jouer une version d'elle-même dans le film. D'autant qu'en un clin d'œil, elle pouvait devenir Marilyn, ce qui suppose qu'il y avait une autre personne au fond d'elle-même, autre que la star. Mais je pense qu'au fil des années, elle a eu de plus en plus de mal à les distinguer. À la fin, l'écart était si ténu que Marilyn a fini par prendre le dessus sur Norma Jean. Pour s'endormir, elle prenait des somnifères et de l'alcool. Mais le mélange ne faisait pas bon ménage. Cheryl Snyder, fille d'Alan Whitey Snyder. Ensuite, elle se sentait léthargique et elle appelait mon père. Il devait la faire marcher dans les couloirs, lui donner une douche froide, lui frotter les pieds. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour la dessouler et la calmer, pour qu'elle puisse enfin dormir et aller tourner le lendemain matin. Et les drogues ont commencé à avoir un effet sur son comportement. Des gens l'ont vu se balader en petite tenue dans l'hôtel où les comédiens étaient logés et prendre l'ascenseur toute nue. Malgré la qualité de l'interprétation,
La critique n'encense pas Les Désaxés, qui sort en février 1961, plongeant Marilyn dans une profonde dépression. Pour ne rien arranger, Clark est décédé d'une crise cardiaque en novembre, peu de temps avant qu'Arthur ne l'abandonne. Beaucoup l'ont accusé d'être responsable de la mort de Clark Gable. Steve Ace, ami de Marilyn. Le pauvre devait l'attendre par près de 40 degrés, car le tournage se passait dans le désert, et elle se pointait très en retard. Donc, au final, ce comportement a eu des conséquences sur la santé de l'acteur. Leur divorce prononcé, elle manque de sauter de la fenêtre du 13e étage de son appartement new-yorkais. Sa psychiatre est forcée de l'admettre à la clinique Payne Whitney pour une cure de désintoxication. Mais elle se retrouve en camisole de force au milieu de patients psychotiques, affolée de finir comme sa mère, jusqu'à ce qu'une infirmière l'autorise enfin à appeler Joe DiMaggio, qui vient à sa rescousse. De retour à Los Angeles au printemps, elle reprend du poil de la bête. D'autant qu'elle recommence à fréquenter John Fitzgerald Kennedy, maintenant président du pays, ainsi que son frère Robert Kennedy, ministre de la Justice. Leurs rendez-vous secrets ont lieu à la maison de Peter Lawford, à Santa Monica. Mon père avait une Volkswagen, une coccinelle bleu clair, qu'il utilisait pour la conduire à la maison de Peter Lawford. Cheryl Snyder, fille d'Alan Whitey Snyder. Elle mettait une casquette de baseball et des lunettes de soleil pour qu'on ne la reconnaisse pas. Et elle y allait incognito. À 4 ou 5 reprises, on l'a conduite là-bas. J'étais dans la voiture. On a bien rigolé. De retour à Los Angeles, elle entame le tournage de son prochain film. Elle est à nouveau une blonde sexy, mais va, cette fois-ci, nager nue dans une piscine. C'est à ce moment-là qu'elle ressent le besoin de se reconnecter avec ses racines. Norma Jean a appelé oncle Wayne 3 ou 4 mois avant de mourir. Nancy Bolender Jeffrey, sœur adoptive de Norma Jean. Je me souviens qu'elle lui a demandé « Est-ce que je vous ai déçu ?» Il lui a répondu « Tu sais qu'on t'aimera toujours ». Et je pense qu'elle a dû se souvenir des jours où sa vie était beaucoup plus simple, où elle était entourée d'une famille aimante et savait que Jésus l'aimait. Mais c'était difficilement conciliable avec sa nouvelle vie. Le 17 mai 1962, Marilyn quitte le studio en hélicoptère, interrompant le tournage. 2 jours plus tard, elle apparaît en direct à la télévision, souhaitant un joyeux anniversaire à son amant secret, le président Kennedy. Mais quelques semaines plus tard, on recommande au président de cesser tout contact avec elle. À la fin, après que les Kennedy aient pris le large, elle est revenue vers Joe, qui n'avait jamais cessé de l'aimer, mais ne supportait toujours pas son métier et le harcèlement de la presse. Ils allaient à nouveau vivre ensemble. Elle l'avait rejoint en Floride. Mon père espérait qu'ils se remettent ensemble, car il avait toujours pensé que Joe était l'homme de sa vie, le seul à l'avoir aimé. Puis, le 28 juillet, Marilyn reçoit une invitation qu'elle ne peut refuser. Elle a été invitée par son ami Frank Sinatra au lodge de Cal Neva. Michael Selzman, attaché de presse de Marilyn. Et il lui a présenté le parrain de la mafia, Sam Giancana. Celui-ci aurait eu une liaison avec Marilyn, lui donnant le sentiment qu'elle avait touché le fond. Pendant ce week-end, Giancana drogue Marilyn et lui fait avouer qu'elle possède des lettres d'amour de Robert Kennedy, information précieuse dont il compte se servir. Marilyn, furieuse que les Kennedy l'aient abandonnée et furieuse d'être utilisée par la mafia, appelle plusieurs amis, leur annonçant qu'elle va tout révéler en conférence de presse. Le lien entre la CIA et le crime organisé, ainsi que ses liaisons avec les Kennedy. La CIA, qui a mis son téléphone sur écoute, prévient le ministre de la Justice. Robert Kennedy lui a apparemment rendu visite cet après-midi-là. Et ils ont eu une dispute. Il est parti avec Peter Lawford.
Le 4 août, quand Sam Giancana apprend que Robert Kennedy est passé chez Marilyn, il envoie ses hommes de main. Ils administrent à l'actrice un suppositoire bourré de barbiturique qui vont la faire taire à jamais. Puis ils mettent bien en évidence les lettres d'amour de Kennedy pour le faire tomber. Mais le ministre est prévenu à temps. Il envoie une équipe pour enlever les lettres. Marilyn, elle, décède avant de pouvoir être sauvée. Et, au matin du dimanche 5 août, le monde apprend qu'elle est morte d'un probable suicide. Comme personne ne réclame le corps de l'actrice, Joe DiMaggio prend le relais et organise ses funérailles. Et il se tourne vers l'ami de toujours, le maquilleur Whitey Snyder, pour la préparer. Il a dit à ma mère qu'il n'avait jamais rien fait de plus difficile dans sa vie. Cheryl Snyder, fille d'Alan Whitey Snyder. Marilyn avait été malmenée pendant l'autopsie et mon père a dû se faire violence pour ne pas devenir fou. C'était horrible. Et quand les gens l'ont vue le lendemain, elle était belle. On aurait dit qu'elle dormait, qu'elle n'était pas morte. On aurait presque pu imaginer qu'elle allait se réveiller et partir tourner. C'est l'image qu'on a gardée d'elle dans notre mémoire, et c'est ce que mon père voulait. Il a tenu la promesse qu'il lui avait faite. Ce matin du 8 août 1962, la foule se masse devant les grilles du cimetière de Westwood. Seuls les amis que Joe a sélectionnés sur le volet accompagnent Marilyn vers sa dernière demeure. Peu d'entre eux savent qu'il avait retenu ce même jour pour l'épouser à nouveau. Et au lieu de lui passer la bague au doigt, il dépose un baiser sur son cercueil. Elle a gardé son âme pure jusqu'au bout. C'est le plus beau compliment que je puisse lui faire. Jerry Lewis, acteur. Après tout ce qui lui est arrivé, elle ne l'a jamais souillé. Il n'y a pas beaucoup de gens comme Marilyn pour lesquels on se souvient où on était quand ils sont morts. John Strasberg, coach d'acteurs, fils de Lee et Paula Strasberg. C'était le cas pour Kennedy ou Elvis Presley. Tristement, Norma Jean, la jeune femme banale mais pleine d'espoir, celle qui a enduré les abus sexuels, les rejets et les moqueries, a réussi son pari fou. Avec sa motivation féroce, elle a réussi à s'imposer telle une icône. Depuis sa disparition, le mythe de Marilyn Monroe a continué à grandir partout dans le monde. Il est à parier qu'il est loin le jour où elle cessera d'occuper cette place spéciale dans nos cœurs. Dans les années 1950, quand le sexe était associé à la honte et au péché, on était en droit de se demander « Mais où est l'amour? Où est la joie de vie ?» Jules Cashford, psychologue. Et voici qu'apparaît Marilyn Monroe qui aime son corps et qui aime la vie. Et le monde découvre ce phénomène et en tombe amoureux. C'est la raison pour laquelle Marilyn semble toujours avoir une aura lumineuse. Elle représente la déesse mère, Aphrodite, la reine des rires qui illumine la vie. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix, est un podcast coproduit par Initial Studio et French Connection Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, écrite et réalisée par Yann Hers. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassin. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.